Bienvenue, merci à vous d'assister à cette rencontre internationale qui porte bien son nom puisqu'on a un plateau rempli d'invités de toute nationalité. International aussi puisque chacun évoque le style de la ligne claire dont on verra qu'il n'a pas vraiment de frontières. Donc avec nous sommes ravis d'accueillir les précurseurs, les acteurs, un peu les évangiles de la ligne claire postmoderne. Donc bienvenue messieurs. On peut les applaudir. Vous voulez bien vous asseoir ? Hop. Vous saisissez les micros quand vous voulez vous parler. Donc on va faire un petit tour de table pour vous présenter, messieurs. On va commencer par Monsieur Swart. Bienvenue. Vous êtes connu comme étant un artiste total, touche à tout. Vous êtes précurseur du style de la ligne claire. En 1977, on vous attribue la qualification du terme ligne claire. Alors comment vous le dites en néerlandais ? En néerlandais, on dit de klare lijn. Et c'était pour une exposition de Tintin à Rotterdam. En 1977, c'est ça ? Oui, j'avais fait les maquettes et les couvertures pour une série de petits catalogues. Et j'avais besoin d'un titre d'un des 4 catalogues. Et dans ce catalogue, il était des ancêtres et des racines d'Hergé. Et je voudrais bien un titre un peu direct, comme les titres de Tintin. On a le Lotus bleu et en fait tous les autres titres. Et je pensais la ligne claire, ça frappe. Ouais. Et c'est resté. Et ça colle très bien au genre. Vous venez au Festival d'Angoulême depuis maintenant, je crois, 34 ans, 35 ans. C'est la 30e fois que je suis à Angoulême. La 30e fois, c'est toujours important pour vous ? Oui, enfin c'est indispensable. C'est un festival où on trouve tout le monde, on trouve les collègues dessinateurs, on peut discuter après toutes les rencontres et après toutes les expositions et les dédicaces des livres. On se trouve dans la ville après, donc on parle de tous. D'accord, c'est un microcosme important. On reviendra aussi sur vos différentes étiquettes et comment vous avez amené la ligne claire hors de la planche. Un peu plus tard. Monsieur Tête de Noix, bonjour. Vous avez fait les beaux jours des revues cultes que sont Métal Hurlant à suivre. On vous connaît notamment pour avoir créé le personnage de Ray Banana, un personnage stylisé années 50 avec Gomina et beaucoup d'imagerie 50. On vous connaît aussi pour être le repreneur d'une série emblématique qui est Black et Mortimer, dont vous avez signé 2 albums au dessin. Vous revenez avec un nouvel album de Ray Banana, La philosophie dans la piscine, aux éditions de la Boîte à Bulles. On en parlera aussi un peu tout à l'heure. Donc vous êtes, pareil, c'est ce que je disais, un des acteurs importants de la ligne claire. Angoulême aussi, vous venez depuis longtemps ? Je suis venu en 78 la première fois, mais je viens beaucoup moins régulièrement que Yost. Je suis peut-être venu 6 ou 7 fois. Voilà, je ne suis pas un habitué d'Angoulême. D'accord, ok. Et enfin, Monsieur Torres, bonjour. Donc, à l'instar de Tête Benoît aussi, vous avez débuté en France dans les magazines Métal Hurlant et À Suivre. Oui, À Suivre. Pas Métal. Vous avez publié chez les Humanoïdes Associés, quand même, Sabota, Opium, non. Bon, autant pour vous. Pardon, c'est Atomium, je me trompe. Donc, vous avez lancé les aventures sidérales de Rocco Vargas. Donc là aussi un personnage important de la ligne claire postmoderne, on va voir pourquoi. Vous revenez, vous aussi, avec un nouveau livre qui s'appelle Bulle, édité à la Boîte à Bulles, ça ne s'invente pas. Et on va voir qu'il fait écho tout en étant une rupture à votre travail des années 80. Donc on en reparlera un peu tout à l'heure. Donc durant cette session, on va bien sûr aborder la thématique de la ligne claire en posant des questions à tous, et puis après j'aurai des questions un peu plus particulières à chacun des invités, et enfin on aura une petite séance de questions-réponses, donc vous n'hésitez pas à participer avec nous. Alors une première question, c'est quand est-ce, en tant que style de dessin, la ligne claire vous a paru une évidence dans votre travail ? Quand vous êtes dit, il faut absolument que je véhicule cette ligne, il faut absolument que je m'approprie ces codes. Quel était le déclencheur ? Le déclencheur, ça veut dire exactement quoi ?
Quand est-ce que dans votre travail de dessinateur, vous avez voulu imposer ce style vous-même, puisque c'est un style qui est, on va voir, difficile, technique? Non, enfin, je ne sais pas faire autre. Mais c'est-à-dire, quand j'ai commencé, j'étais inspiré par le underground américain. Et les dessinateurs là-dedans étaient plus libres, ils font de la vitesse, etc., dans leur manière à dessiner. Et à un certain moment, j'étais plus content avec ce genre de dessin. Et je me disais, comment c'est possible que les bandes dessinées que je connaissais de ma jeunesse sont si forts. Donc je faisais des études des anciennes bandes dessinées et j'ai trouvé la manière, par exemple les livres d'Hergé, ils étaient si forts. C'était pas seulement la manière à dessiner, mais avec ce manière à dessiner, c'est-à-dire la ligne claire, j'avais la possibilité de dessiner tous les petits détails avec une précisité d'un ingénieur. Donc si moi je suis intéressé en voiture, je sais avec les lignes de contour, je fais la suggestion des formes. Et c'est presque une langue, et j'ai trouvé ça fantastique parce que je suis un peu ingénieur, on peut dire, un bricoleur de bande dessinée. Et enfin, ça me plaisait beaucoup. Donc j'ai fait la combinaison de deux choses. De l'un côté, la liberté qui m'a donné le dessin de underground américain, et de l'autre côté, le dessin que je connaissais de ma jeunesse. D'accord, merci. Vous, Ted, comment vous avez rencontré et pourquoi vous avez décidé... On voit que votre style, en plus de dessin, a évolué entre vos premiers dessins publiés. Mais moi, j'ai rencontré Joost Swartz, c'est comme ça. Parce qu'en fait, je connaissais ces bandes dessinées dans Charlie Mensuel, depuis les années, je crois, 75, quelque chose comme ça. Et j'avais cette impression, effectivement, que j'étais très étonné par ça, mais je ne faisais pas du tout du dessin comme ça à cette époque-là. Et je disais, on dirait du Tintin, c'est comme le Canada Dry. Hein. Ça a le goût du Tintin, ça ressemble à du Tintin, mais ce n'est pas du Tintin. Et je disais, il dessine du Tintin, mais avec des histoires complètement modernes, complètement différentes, très inspirées de l'underground, qui était aussi mon origine. Moi, je venais aussi de là, quelque part. Et donc ça me fascinait beaucoup. Et j'ai fait quelques pages comme ça qui étaient très, très inspirées par son travail, je ne m'en cache pas. Et quand j'ai commencé à faire mon deuxième livre, qui est un recueil de petites bandes dessinées faites à droite à gauche aux humanoïdes associés, Joost venait de publier, je crois, il publiait L'art moderne aux humanos. Ils m'ont dit, tu veux le rencontrer, il va faire peut-être la préface de ton livre. Et donc, on s'est rencontrés chez Philippe Manœuvre. On a beaucoup bu parce Philippe Manœuvre avait pris rendez-vous au bain-douche pour dîner à minuit. Donc, en attendant minuit, on a bu beaucoup d'apéritifs. On était très ivres tous les deux. On est allé au bain-douche et Philippe Manœuvre est rentré chez lui parce qu'il était malade. Il nous a laissés seuls tous les deux. On a eu beaucoup de mal à rejoindre lui, son hôtel, et moi, mon appartement. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, le livre, il m'a montré son petit fascicule de Clara Hein de 77. Et j'ai dit, j'ai trouvé le titre pour mon livre, parce que mon livre, c'était l'évolution graphique de mon dessin. Donc j'ai dit, j'ai traduit le titre vers la ligne claire. Voilà, et après ça, j'ai fait effectivement de longues histoires dans ce style-là, que j'ai choisi comme lui, peut-être pas exactement pour les mêmes raisons, parce que je ne suis pas du tout ingénieur, mais parce que moi, je viens du cinéma et je voulais raconter des histoires longues, denses, et sans avoir peur de faire du dialogue. Et je trouvais que dans Hergé, justement, avec les 62 pages des albums comme on les connaissait, les 4 strips par page, les 12 dessins par page, et du dialogue relativement abondant, on pouvait raconter des histoires avec cette densité-là. Donc je dis, c'est un bon outil, ce dessin-là. J'ai eu la même réflexion que Swartz. C'est comme un crayon. On a le droit de le prendre, le dessin d'Hergé, on a le droit de le copier, c'est notre culture, c'est notre inconscient collectif, on a le droit de le copier, c'est comme dessiner avec un crayon ou une plume ou un pinceau, c'est un outil. Et donc, pour des raisons différentes, j'ai eu un peu le même cheminement que lui, mais c'est vraiment lui qui m'avait ouvert la voie. D'accord. Et vous, Daniel, comment et pourquoi la ligne claire s'est imposée comme votre style? Bueno, yo comencé en el año 80 a trabajar y mis maestros son los clásicos americanos, pero yo buscaba un estilo que resumiese de alguna manera
2 líneas en una. Y de ahí surgió la necesidad de buscar un estilo que fusionase 2 líneas en una sola. J'ai commencé dans les années 80 et moi mes grandes inspirations c'était les grands maîtres américains et surtout je cherchais un style qui pouvait combiner 2 lignes en une seule. Voilà. Donc c'était aussi des raisons d'efficacité. C'est aussi l'une des idées qui se cache derrière la ligne claire, c'est-à-dire la lisibilité avant tout, aussi bien dans le trait mais aussi dans le propos. Ça c'est quelque chose qu'on n'aborde pas toujours. La ligne claire, vous l'exprimez, elle doit être lisible et le texte doit permettre une vraie combinaison entre les deux. Ça, vous êtes tous d'accord avec cette définition? Ouais. D'accord. Ben, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que ma première longue histoire en ligne claire était assez obscure et je sais que j'ai lu une interview d'Hergé où je pense qu'il parlait de moi, j'en suis pas, je pense qu'il parlait de moi, où il disait les lignes claires, c'est pas juste le dessin, il faut que l'histoire soit limpide également. Et dans ce que je lis, c'est très compliqué, j'y comprends rien. Donc je pense que c'était peut-être plutôt moi, de berceuse électrique plutôt. Mais parce que je venais d'une autre école, je venais de l'école du roman policier où finalement on comprend des fois pas grand-chose, c'est pas ce qui compte. Et je cite souvent l'anecdote du tournage du Grand Sommeil de Howard Hawks, où Bogart demande à Hawks, mais dans cette scène, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, j'y comprends rien, où on en est de l'histoire. Et Hawks, le réalisateur, dit, je sais pas, on va demander à William Faulkner, le scénariste, qui dit, je sais pas, on va demander à Raymond Chandler, le romancier, qui dit, je sais pas non plus. Et dans ce genre d'histoire, ce qui compte, c'est pas l'intrigue, c'est les personnages qui sont des vecteurs d'émotion et des vecteurs de l'histoire. C'est beaucoup plus important que l'intrigue. Donc j'étais un peu dans cette culture-là et je m'en fichais un peu qu'on comprenne l'histoire. Donc on peut dire peut-être que la ligne claire, c'est un moyen de raconter des choses. Donc ça dit quelque chose sur la manière à dessiner, spécifique ça. Donc avec ce style, c'est possible, avec les contours et avec la même épaisseur de proche et de loin, on peut donner une importance à un objet qui est loin. Ça sont des typiques pour la ligne claire et souvent mis en couleur avec des couleurs plats pour que les volumes sont imaginés par le lecteur. Mais à côté de ça, chaque auteur, naturellement, a sa propre manière, ses propres histoires à raconter. Donc, ça reste aussi une grande liberté pour les auteurs. Sí, además, en España quiero explicar que cuando comienza la línea clara, ligne claire en español es línea clara, es un concepto, además de un estilo gráfico, es un estilo narrativo. Es lo que contaban mis compañeros. Oui, qu'en Espagne, quand la ligne claire, la linéa clara a commencé, en fait, c'était pas juste un style, c'était un concept aussi narratif. Y aprovechamos los autores que comenzamos a trabajar con línea clara para recuperar géneros clásicos que estaban olvidados en España, como el polar o la ciencia ficción. Et on en a profité, les auteurs espagnols, donc avec la ligne claire, de récupérer toute une littérature qui était un peu oubliée à l'époque, donc du polar et de la science-fiction. Es por eso que para una generación, que es la mía, para ciertos autores en España, es tan importante el nacimiento de la línea clara, como estilo particular, casi exclusivo de la bande dessinée, del cómic. Et c'est pour ça que c'est vrai que la ligne claire en Espagne, notamment pour tous les auteurs de cette génération, ça a été vraiment, ça a vraiment marqué les esprits et c'était un moment extrêmement important dans la bande dessinée espagnole. Même en termes généraux, la ligne claire est le style le plus identifiable. En fait, si on demande, je ne sais pas, à des gens qui ne connaissent pas forcément la bande dessinée, dans leur tête, ils imaginent de suite une bande dessinée, souvent, bon, sans doute à cause du fort héritage d'Hergé, mais c'est le style le plus, excusez-moi, presque cliché de bande dessinée. Et pourtant, ce n'est pas le plus utilisé. Comment vous l'expliquez ça? C'est l'aspect cartoonesque, l'aspect... Qu'est-ce qui marque? C'est justement la simplicité des formes. Non, c'est parce qu'il manque des autres titres pour des autres manières à dessiner. Oui. Donc... c'est qu'il n'y a plus tellement de... Non, mais je vois très bien ce qu'il veut dire. Effectivement, on a mis ce mot, il a trouvé ce mot sur ce style de dessin. Donc il y a un concept, comme dit Daniel, et voilà. Et les autres styles n'ont pas le même concept, ils n'ont pas trouvé le mot pour lequel défini. Ouais.
Oui, pour eux, c'est important de trouver un porte-parole. Exactement. Justement sur la clarté, vous l'avez éprouvé la clarté du texte dans un album qui s'appelle Messi, dans deux albums qui s'appellent Messi Messa, où justement vous avez essayé de raconter enfin non, vous n'avez pas raconté, vous avez démontré. Oui, c'est Passi Messa. Oui, Passi Messa. Phonétiquement écrit, donc Passi et Messa. Ça veut dire. Enfin, c'était une série inventée pour un revue néerlandais d'origine. Dans la section pour des enfants. Normalement, si on lit des anciens livres sur des enfants, on dit « il ne faut pas faire ci, il faut faire ça ». Et moi, je voudrais bien utiliser ce titre, mais sous le titre, raconter deux côtés du coin. Et finalement, c'est le choix aux enfants eux-mêmes de faire ceci ou cela. D'accord. Donc il y a une ironie là-dedans. Ouais. Parmi vos points communs, il y a forcément, vous l'avez déjà tous un peu évoqué, l'attachement que vous avez pour les États-Unis et pour la période après-guerre 50, aussi bien dans le design, dans les thématiques. Peut-être vous avez repris un scénario abandonné de Chandler que vous avez donné à François Herold à mettre en image. Pourquoi vous avez tous cette influence comme ça de cette époque? C'est un peu simplificateur ce que vous dites, surtout pour Joost, mais pour moi aussi. Moi, mes histoires s'appelaient Aventure au XXe siècle. Ce qui m'intéressait, ce n'est pas spécialement les années 50. De toute façon, mes histoires étaient des histoires de science-fiction qui se passaient dans les années 90, quand j'ai dessiné dans les années 80. Voilà, c'était. Et j'avais décidé, moi, enfin, Joost, il faut que je lui passe la parole après, il va bien en parler mieux que moi. Moi, j'avais l'idée de dessiner tout ce qui m'intéressait, ce qui me plaisait, mais pris à droite, à gauche dans le XXe siècle. Ça fait que je dessine de l'architecture du Bauhaus des années 20-30 en Allemagne, ou aussi de la même architecture transposée en Californie dans les années 40. Je dessinais des voitures des années 50 parce que je trouvais que c'était joli, j'aimais bien ça. Il y avait un côté, je crois qu'on est comme une génération un peu d'hédoniste où on faisait des choses qui nous faisaient plaisir. Une espèce de liberté héritée de l'underground. Ce qui nous fait plaisir. Et moi, c'était vraiment ça, il y avait un côté plaisir. Donc, après, quand j'ai été réduit à un truc rétro 50s, ça ne m'a jamais plu. Voilà. Je mélangeais de tout, il n'y avait pas que du 50s. Et Joost, qui a une formation de designer, était encore plus dans ce style. Oui, c'est exact que j'avais l'éducation comme faire le design. Et j'étais toujours très curieux. Et par la curiosité, j'ai me plongé dans toutes les périodes pour apprendre ces périodes, parce que on peut le lire, mais ça reste pas toujours dans la tête. On peut perdre ce qu'on a lu. Mais si on a dessiné une fois un objet, tu es sûr que ça reste dans la mémoire. Donc pour moi, c'était important. C'est une forme d'étude. Donc j'ai commencé avec les années 20 qui m'intéressaient beaucoup, les constructivistes russes, et après le Bauhaus et le style néerlandais. Et après, c'était les années 50, et après les contemporains que je suivais. Et maintenant, c'est par exemple comme l'architecture, je suis très intéressé à l'architecture contemporaine japonaise. Par exemple, une maison d'architecte qui s'appelle Bauhaus. Tout le monde fait la recherche sur Internet. Bauhaus, c'est très intéressant, très fonctionnel et très, très ouvert. Oui, c'est une manière d'étudier. D'accord. Donc, refuser l'image nostalgique de la ligne claire. Oui, pourquoi pas nostalgie? Oui. Sí, yo creo que aquí tenemos tres ejemplos de que la línea clara no significa línea fácil. Voilà, on a trois exemples là justement que ligne claire n'équivaut pas à ligne facile. En mi caso, a mí como ellos, lo que me gusta es mezclar distintos estilos de arquitectura, de coches, de vestidos, de moda, de distintas épocas del siglo XX y hacer con eso un nuevo estilo. Et ce qui m'intéresse à moi en particulier, c'est au contraire puiser dans les différentes époques, les différents styles, dans la mode, dans l'architecture, dans la déco, et à partir de là, élaborer un univers à part. Y hacer esta fusión de manera que no quede pesada no es fácil, es un poco complicado.
Et qu'opérer cette fusion, mais d'une manière qui ne soit pas lourde, pesante, c'est pas facile. C'est tout l'art de l'épure, justement, de savoir retirer du trait pour pouvoir atteindre quelque chose de très lisible, quelque chose de très pas pur, puisque, enfin, comment vous le qualifiez? Quand j'ai réfléchi à cette façon de dessiner, lisible. Quand je réfléchis à cette façon de dessiner, et je ne m'étais jamais trop intéressé au style dessiné en imitant des gens que j'admirais, hein, en imitant Giraud ou Crum ou Jacobs. Hein. Et quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais le style, c'est pas faire comme ci ou comme ça, c'est ne pas faire comme ci ou comme ça. Le style, c'est ce qu'on enlève, c'est ce qu'on met pas dans le dessin. Et je me suis rendu compte aussi que le style, c'était pas spécialement l'ancrage. Enfin, pas le style, mais dans le dessin, c'est le crayon avant, déjà, c'est ça qui était important. Et après, dans l'ancrage, ce qui pouvait définir un style, qui est une chose qui m'intéresse moins maintenant, le style. Hein, mais à l'époque, j'y attachais de l'importance. C'était effectivement ce qu'on enlevait là. J'ai lu ce que disait Hergé quand il ne mettait pas d'ombre, parce que dans la peinture chinoise, on disait que les ombres, c'était éphémère, donc il ne mettait pas d'ombre. Et effectivement, j'ai enlevé les ombres, j'ai enlevé les hachus, j'ai enlevé toutes ces choses-là. Vous êtes d'accord? Non, il n'y a rien. C'est quoi la question? Mais justement, je vais reprendre une question qui va suivre l'autre. Est-ce que c'est difficile? Alors, vous nous avez dit non. Pour vous, ça ne vous semble pas difficile, le style de dessin de la ligne claire? Quand même, moi, je trouve que c'est un dessin qui nécessite de la rigueur, énormément de technicité et surtout un sens du design, de la composition. Je le considère comme une langue. Si j'ai fait un bon petit dessin dans une ligne claire, j'espère que les lecteurs vont le comprendre. Et si j'ai fait n'importe quoi, ou bien une chose très vite que j'admire les croquis. Mais du moment... Par exemple, un écrivain, il ne va pas donner n'importe quel mot dans un ordre chaotique. Il fait en bon ordre pour que l'imagination des lecteurs est inspirée. Et donc l'inspiration, ça faut être chauffé, l'inspiration. Et de mon côté, je trouve, si moi j'ai fait quelque chose de très précis, ils vont comprendre ce que je veux dire. C'est ça mon idée. Yo creo que además, en mi caso, más que una elección, es una necesidad. Yo siempre digo que yo no elegí la línea clara como estilo gráfico, como forma de narración, sino que la línea clara me eligió a mí. Dans mon cas, ce n'était pas un choix, la ligne claire, c'était une nécessité. Et je dis souvent que ce n'est pas moi qui ai choisi la ligne claire, c'est la ligne claire qui m'a choisi. Parmi les auteurs que vous admirez, il y a forcément les auteurs donc belges, flamands, mais la ligne claire est internationale. Je suppose que les influences aussi viennent d'ailleurs, vous l'avez dit, de l'architecture, mais je pense aussi à la musique. Vous avez tous un rapport fort à la musique. Est-ce que ça peut vous inspirer? Est-ce qu'en écoutant une chanson, en écoutant une mélodie ou une structure musicale, vous avez pu vouloir incorporer, vous avez essayé, je pense, dans les séries courtes, je pense à Ted. On peut toujours dire, enfin, les dessinateurs aiment la musique, parce qu'on peut travailler avec la musique. Oui, mais donc, vous en parlez aussi. Mais il y a beaucoup de genres de musical, je ne crois pas qu'il y a un lien entre un certain genre de musique et le dessin de la ligne claire. Quand on a parlé de BD rock à un moment, c'est pas quelque chose que vous entendez? Non, enfin, on aime BD rock, mais c'est notre génération. Oui, exactement. Mais de l'autre côté, moi, j'aime de la musique tango argentin. Il y a de la chanson française contemporaine que j'aime bien, les jeunes chanteurs et chanteuses. Il y a des musiques américaines, des groupes indépendants, mais aussi de notre époque, etc. Enfin, c'est si grand. Oui. Même de la musique classique, de temps en temps. Yo, por ejemplo, he estado muy influenciado mientras trabajo por el jazz, porque el propio ritmo del jazz, sabéis que es muy distinto, depende de la época, pero la forma de la construcción de los temas y de la inspiración es muy, digámoslo así, es muy gráfico, se parece mucho al dibujo.
Moi, de mon côté, je suis très influencé par le jazz parce que dans la composition, dans l'itération des thèmes, l'agencement des séquences, c'est finalement très graphique dans la construction. Con las improvisaciones también, avec les improvisations aussi. Et pourtant, les lignes claires, c'est pas un style qu'on imaginait improviser. Enfin, du moins, c'est tout l'inverse, quoi. C'est ça qui est amusant. Ben, je sais pas, mais je sais que moi, je serais joué d'un instrument, j'adorerais. Voilà, c'est un qui me manque. Voilà. Mais je vois pas de lien direct. D'accord. À part chez des dessinateurs comme Serge Clair, voilà, où c'est beaucoup plus évident, ou Philippe. Mais je pense que moi, c'est juste parce que c'est notre génération. Donc on est toujours le reflet de la culture de sa génération. D'accord. Même si... Oui, okay. Mais par exemple, enfin, si on, c'est pas improvisé, pour moi non plus, c'est pas improvisé le dessin, mais le début du dessin, ça c'est improvisé. Donc il faut avec une tête libre, ou, enfin, commencer avec des petits croquis, chercher des métaphores, etc., faire des combinaisons, faire des mises en page, et à un certain moment, tu as trouvé ce qui, tu penses, marche le mieux, tu fais le choix, donc tu as fait le fondament du dessin, et après, pendant le dessiné, tu trouves encore des autres choses qui ne sont pas faciles ou bien qui racontent l'histoire mieux. Si on fait une ombre à côté d'une armoire qui est tout noire avec un personnage juste devant pour que le personnage sorte bien, ça c'est des choses qui on peut dire en sorte improvisées pendant le travail. Mais il n'y a que l'idée derrière, oui, l'idée elle vient, elle jaillit comme ça. Mais toujours, du moment que tu as choisi de quoi dire, ce qui est le plus important à dire avec ce dessin spécifique, tous les choix sont pour supporter cette idée. Vous avez une formule que... Non. Moi, j'ai juste un truc sur l'improvisation. Effectivement, quelque part, j'improvise un peu. C'est-à-dire que souvent, je laisse aller ma main, je fais un peu n'importe quoi, et vraiment un peu au hasard, sans chercher à faire quelque chose. Donc, pour dessiner un personnage. Et d'un coup, je me dis, ah tiens, là, s'il y a un truc intéressant, donc je vais creuser dans ce sens-là. On peut dire effectivement qu'il y a une similitude avec l'improvisation. Donc, j'ai une formule que j'aime beaucoup de Monsieur Swart qui dit ce que vous aimez dans la bande dessinée, notamment dans le dessin, c'est le rapprochement entre la main et l'esprit. Si. Que c'est direct comme ça par rapport à tous vos autres travaux. Et c'est ce que vous disiez un peu là, que c'était pour illustrer le fait que l'idée vient et improviser, puis l'exécution est plus... Exact. Enfin, les idées viennent avec le pinceau dans la main, le crayon dans la main. C'est pas un travail intellectuel de réfléchir à un dessin et après l'exécuter. Il faut commencer et c'est le crayon qui dirige les idées. Sí, en mi caso, por ejemplo, y creo que ellos, en su caso también, seguramente, cuando comenzamos los primeros pasos de realizar una idea sobre el papel, no son líneas claras precisamente, son muchas líneas. Y luego hacemos, yo en mi caso hago un ejercicio de selección, de encontrar la línea precisa. Et effectivement, quand on démarre, enfin dans mon cas, mais je pense que c'est la même chose que pour mes collègues, quand on démarre avec un dessin très jeté, on expérimente, on gribouille au départ, et de là, de ces différentes lignes qui ne sont pas claires du tout, tout d'un coup, j'opère un processus de sélection, et là, j'en choisis une qui, là, me paraît intéressante à creuser, comme disait Ted, donc et c'est de là que ça sort, ça vient. La ligne claire ne se voit pas toujours que dans les livres. Vous avez tous aussi cette volonté d'avoir exposé, d'avoir apporté quelque chose dans le monde de l'art. Surtout vous avez travaillé sur de nombreux musées, notamment le musée Tintin. Vous avez lancé des salons, je crois, à Harlem, de la bande dessinée. Vous avez vraiment ce besoin de sortir le style de la ligne claire hors de la bande dessinée, de l'imprimer sur les murs, de le véhiculer. Enfin, on peut dire peut-être c'est une manière aussi de penser. Vous exprimer. Parce que moi, je veux bien dans les bandes dessinées, des illustrations, d'être clair vers mes spectateurs ou les lecteurs.
Et c'est la même approche aussi, par exemple, dans l'architecture. J'ai dessiné un théâtre à Haarlem avec des salles de théâtre, des salles de cinéma, etc. Et toujours, je m'ai placé dans le rôle du spectateur. Qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? Ce n'est pas une question de perdre soi-même, mais il faut réfléchir de perspective du lecteur. Et donc, pour moi, la bande dessinée, c'est la mère de tous les arts. C'est très important. Bravo. D'ailleurs, vous avez dit, quand vous avez travaillé sur le musée Hergé, qu'il fallait imaginer le musée comme une histoire, comme une bande dessinée. Enfin, oui, un petit peu. C'est plutôt quand j'ai réfléchi, quand moi je suis comme spectateur dans un musée, qu'est-ce que je veux bien voir? De l'autre côté, dans mon rôle, c'est aussi qu'est-ce que qui est important de raconter. Par exemple, la lumière d'une exposition, normalement, joue que le rôle que de voyer clairement les objets ou bien les dessins. Mais pour le musée Hergé, j'ai choisi de placer la lumière pas directement sur la lumière, pas sur le dessin, mais plutôt que ça glisse dans le dessin pour qu'on voit aussi où étaient les traits de crayon qui sont gommés. Donc, ça raconte encore une histoire, ça raconte aussi le boulot du dessinateur et pas seulement le dessin qui est imprimé. Donc, ça, c'était important. Et naturellement, on a commencé avec une sorte de petite salle qu'on peut dire comme une salle d'entrée, une sorte amuse-gueule pour toute l'exposition, pour que les gens voient les images des personnages d'Hergé. Et je le reconnais celui-ci, ou je reconnais l'autre. Et après, ils ont dans un esprit d'éducation, on peut dire. Donc, on peut parler des premières traces d'Hergé. Autrement, si on commence avec ça, les gens vont dire mais je suis venu pour Tintin ou Milou et pas pour les anciennes choses qu'il a fait pour les Boy Scouts. Mais si d'abord ils ont déjà donné quelque chose, après on peut informer des gens du carrière du dessinateur. Donc ça, c'est l'histoire que vous racontez dans le musée. Oui, exactement. Oui, et ce qui était important, on a formé une équipe de 3 personnes. Moi, j'étais le président du groupe. À côté, très important, c'était Thierry Grunstein, qui était le directeur du musée de la bande dessinée. Il avait toute l'expérience que ça veut dire un musée. Et l'autre, c'était Philippe Godin, et c'est le biographe officiel d'Hergé. Il savait tout de collection, je crois à peu près 80% des œuvres d'Hergé. Donc, avec l'équipe, on a réfléchi combien des salles on avait besoin et quoi dire à ces salles et comment de le dire. On a écrit un cahier de charges artistiques, c'était envoyé à Christian de Pozapark, l'architecte, et a suivi notre cahier de charges. Et enfin, c'était fantastique de faire pas un bâtiment comme bâtiment, mais spécial pour que... Enfin, certaines salles avaient besoin d'un mètre carré différent que l'autre, et il a suivi ça. Et après, j'avais un lien avec une spécialiste du musée pour les présentations, un scénographe, et ils savaient tous de production des vitrines, etc. On a souvent choisi aussi des vitrines qui étaient des vitrines de table, parce que les bandes dessinées n'étaient jamais faites pour mettre sur le mur, mais c'est fait pour lire. Et c'est différent. Si on est dans un musée de l'art moderne, on voit des peintures sur le mur avec des autres qui sont à côté. Donc on pense un peu aussi dans le lien en relation avec des autres qui le voient. Par contre, une bande dessinée, on lit seul. On connaît seul avec le dessinateur qui a créé cette bande dessinée. Et pour ça, je trouve important des vitrines de table pour que tu es seul avec ses œuvres. La même habitude qu'on a quand on lit une bande dessinée, quoi. Retrouver le geste, retrouver... Oui, le même geste, la même position.
Et c'est important pour vous que justement l'album soit aussi considéré comme une œuvre d'art, pas juste une distraction populaire? Ils sont bien sûr une œuvre d'art. C'est comme de la littérature, comme de la peinture, comme de l'architecture. On dit c'est le 9e art, donc c'est correct. Oui, mais quand on voit les prix, par exemple, des originaux d'Hergé, tout ça, on peut aussi... Mais ça, c'est autre chose. Oui, c'est voilà. autre chose. C'est plutôt un souvenir, une œuvre d'art. Enfin, c'est très bien dessiné. On veut bien obtenir ce dessin. Et parce on ne peut pas servir tout le monde, il y a les prix montent. Mais... oui, enfin, ça c'est le monde de l'économie. L'économie de l'art, c'est pas d'accord, oui. C'est différent de l'art. Pour finir justement avec Hergé, on a tous entendu cette rumeur, enfin du coup le fait qu'en 2052, on pourrait enfin avoir un repreneur pour Tintin. Vous en pensez quoi de cette fausse ou vraie bonne nouvelle? J'ai compris. Pour une histoire de droit, en fait, pour pas que le personnage de Tintin tombe dans le domaine public, il faudrait relancer, je crois, le personnage en 2052. Tout sera possible, mais pour un long moment, on lit maintenant, on ne lit pas Tintin, on lit Hergé. C'est l'auteur qui compte, donc tous les livres sont vraiment faits par lui ou bien par le studio sur une direction très précise. Et dans les livres, on lit Hergé. Et je comprends qu'on a laissé, il voudra bien, et c'est respecté par sa veuve Henny Grotwell de cette une œuvre fermée. Par contre, comme toi tu fais pour Blake et Mortimer, c'est plutôt une maison d'édition qui ont pensé peut-être on peut élargir les histoires et ils ont choisi autre chose. Tous les deux sont possibles. Mais justement, puisque la question s'adressait aussi un peu à vous. Vous n'avez pas été le premier repreneur de... Il y avait c'est pas pareil, j'étais le deuxième, parce que, pour résumer, Jacobs avait fait cette histoire, les 3 familles du professeur Sato. Il avait dessiné un, il avait juste fait un storyboard très sommaire même, du second. Et donc on l'a fait dessiner par Bob Demore, qui s'en est beaucoup voulu quelque part de l'avoir fait, parce que... Enfin, qui s'en est beaucoup voulu. Qui aurait voulu faire un Tintin. Son rêve de Bob Demore, qui était l'assistant d'Hergé jusqu'à sa mort, c'était de faire un Tintin. Lui, il aurait vraiment voulu faire ça. Et le Blake et Mortimer, il me l'a dit à l'époque, ça lui plaisait pas trop de le faire, il s'est un peu forcé. Et il n'est pas très bon. Et non seulement il n'est pas très bon, il n'est pas très bon aussi de la faute, pas de la faute de Bob Demore, peut-être qu'il n'était plus assez bon dessinateur à cette époque, il était lié par le découpage de Jacobs, les croquis de Jacobs, et des gens, derrière des héritiers moraux quelque part de Jacobs, qui disaient... Il y a eu un livre qui a été fait là-dessus, un livre qui pour moi est une honte, parce que j'aimais beaucoup Bob Demore, où les auteurs du livre, ils racontent comment ils ont fait le livre avec Bob Demore, et ils disent « Ah ben non, là, Bob, là, ce dessin, il n'est pas bien, il faut faire plus comme ça. » Ou là, tu n'as pas bien respecté les crayonnés de Jacobs. Et donc, il était prisonnier de ce truc-là. Je trouve que ce livre est un échec, en partie à cause de ça. Moi, je n'ai pas eu le même problème, j'étais beaucoup plus libre, à part un cahier des charges d'être fidèle. Mais j'avais décidé de revenir aux années 50, de revenir au métier de Blake, enfin, de revenir aux sources et à l'Angleterre. Mais le cahier des charges était juste d'être fidèle. Donc c'était beaucoup plus facile. Mais je me suis posé la question à l'époque, je me disais, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Et j'ai dit que c'était peut-être pas une bonne idée, mais que c'était rigolo de le faire. C'est vraiment ce que je me suis dit. Mais je me suis posé la question par rapport à Tintin. J'ai trouvé que Jacobs, il y avait un côté littérature populaire, avec des genres de mythes qui lui avaient des repris d'ailleurs, qui n'étaient pas spécialement le créateur. Enfin, il avait des inspirations très très fortes et intéressantes, justement. Et je trouvais que l'œuvre d'Hergé était beaucoup plus personnelle. J'avais lu un petit bouquin qui s'appelle Le colloque de Moulinsart, où c'est des spécialistes, puis il y a même un psychanalyste, je crois, qui parle de l'œuvre d'Hergé et qui explique comme Tintin, il y a un personnage un peu en creux, et qu'il a besoin de se trouver petit à petit une famille pour remplir sa vie, pour remplir les histoires, et avec Haddock, puis Tournesol. Donc, l'œuvre d'Hergé était beaucoup plus personnelle. Elle n'était pas basée sur ces archétypes de littérature populaire comme celle de Jacobs. Donc, ça me semblait pour ça beaucoup plus compliqué de faire un autre Tintin. D'accord. Vous avez fait 2 albums de Blake et Mortimer, et puis vous avez passé la main parce que vous avez dit qu'à l'époque c'était exigeant, ça vous prenait beaucoup de temps. Oui. L'exigence, elle était dans l'émulation d'un graphisme d'un autre ou parce que c'est extrêmement détaillé? Oui, elle était forcément là-dedans. J'avais peur de m'user à le faire, parce que je me suis pas mal usé à le faire, je pense.
Et depuis tout jeune, quand je lisais de la bande dessinée, je lisais Vaillant, qui était un journal où les dessinateurs étaient très bien payés. Ils n'avaient pas de droit d'auteur, il n'y avait pas d'album, ils étaient juste salariés, très bien payés, mais on exigeait d'eux un rendement assez intensif. Et j'ai remarqué, même si j'étais gamin, que petit à petit, les dessinateurs se raidissaient un petit peu et perdaient ce que j'aimais dans leurs dessins. Voilà, il y avait une espèce de... Je sais pas. Et je me dis, il ne faut pas que ça m'arrive, ça. Et j'ai eu peur que ça m'arrive à ressembler à Rick et Morty, si je continue. D'accord. C'est une des raisons. Une des raisons, très bien. Daniel, il y a un personnage que vous auriez aimé reprendre dans la bande dessinée? C'est un peu une question, je ne suis pas forcément très... No, no me lo he planteado nunca. Ya tengo bastante trabajo con mis personajes. Non, ça m'est jamais venu à l'esprit. J'ai déjà beaucoup de travail avec mes propres personnages, donc non. Oui, bien sûr. J'ai remarqué dans votre travail parfois des influences, il y en a divers, mais quelques allusions notamment à Hugo Pratt. C'est moi ou vous avez un vrai... notamment dans le prologue de Bulle qui m'a fait penser au prologue de Mou. Vous voyez, c'est plusieurs poissons comme ça. Non, c'est moi. Non, c'est pas cherché, d'accord. Ok, pardon. No. Al comienzo de mi trabajo yo he tenido más influencias de los clásicos americanos incluso que de los clásicos europeos. Más. Donc à mes débuts, en tout cas, j'étais plus influencé par les classiques américains que par les classiques européens. On va parler un peu de vos actualités aussi, messieurs. Donc vous, Jost, on vous a dit, vous êtes multidisciplinaire, vous avez fait des timbres, vous avez fait une tapisserie. Oui. Il n'y a pas un seul projet, vous avez dit des meubles de bibliothèque, vous avez fait tout ce qui est fonctionnel. Oui, enfin, des cuisines. Et mes lunettes, j'ai dessiné. C'est vraiment? Oui, on peut le vendre, les lunettes. Et enfin, quand j'avais demandé à une entreprise de lunettes de faire des lunettes, je me disais, normalement, les lunettes sont pour lire clairement ou voir des choses clairement. Mais c'est plutôt une utile technique. Est-ce que c'est possible de changer la vision, de perspective des gens avec une lunette? Et c'est pour ça que j'ai inventé de mise à côté les guillemets, les quotation marks. Ça veut dire que si on voit entre les quotation marks, entre les guillemets, ça veut dire ce qu'on voit, c'est peut-être une citation d'une autre. Donc ça, tu places dans une autre perspective de voir des choses. Et en plus, si on te lève du matin, c'est moi je me lève et je prends mes lunettes et je vois des guillemets, je vois ça comme une invitation de voir le jour avec ironie. Donc, il y a toujours différentes choses. D'accord, ok. Ouais. C'est un beau concept. Ouais. Vous avez quoi comme projet récemment? Vous êtes venu l'année dernière en Angoulême, vous avez fait un atelier sur la bande dessinée libre. Pardon. Ça s'appelait votre atelier La BD dans la rue. Oui, l'année passée, on avait un grand atelier ici dans le bâtiment avec 20 auteurs néerlandais. C'était à cause que Willem était le président du festival. Il semblait ça aussi une idée. Un ami à moi, Gert-Jan Post, qui avait l'idée de faire quelque chose avec les auteurs néerlandais comme hommage à Willem, qui était venu en France en 1968 pendant les contestations des étudiants à Paris. Et on a étudié un peu ces périodes et on voyait qu'il était beaucoup des étudiants des académies qui faisaient des affiches et très très vite, les ateliers des étudiants, ils font des affiches pour soutenir les contestants et coller ça dans la rue. Chaque jour, il était des autres affiches dans la rue. Et on pensait peut-être on va faire quelque chose avec le même dynamisme. Donc on a emmené un imprimeur sérigraphe avec nous, qui est aussi dans le bâtiment. Tous les dessinateurs néerlandais, une vingtaine, se groupent pendant le matin, réfléchir ce qui est l'actualité. Donc ils ont fait les dessins, ils ont imprimé immédiatement et
notre équipe de colleuses avec une bicyclette néerlandaise ont traversé la ville Angoulême et collé ça dans la rue. C'était fantastique et oui, on a fait un portfolio de tout ce programme avec les 80 différentes affiches en petite taille et en 25 en grand. Et actuellement, vous travaillez sur des projets Moi, en ce moment, je travaille pour une nouvelle maison d'édition néerlandaise qui s'appelle Scratch et j'ai proposé à eux de faire une revue bande dessinée annuelle avec les meilleurs néerlandais, les meilleurs flamands et aussi des internationaux en langue anglaise pour que, enfin, les Pays-Bas est petit. On a 15 millions d'habitants. Les Flandres, ils ont 5 ou 6 millions. Donc, pour les dessinateurs de ce petit pays, c'est important de publier aussi des livres dans d'autres pays plus grands. Donc, avec ce revue, j'espère qu'on peut présenter la qualité de nos bandes dessinées et faire possible de aussi faire des éditions étrangères. D'accord. Donc, il y a un numéro qui est prévu pour l'année à venir, là, 2015 La première édition de ce revue sera sortir cet été. Et le prochain, l'été prochain, quand le néerlandais et le Flandre est le focus de grands foires de livres à Francfort, en Allemagne. D'accord, ok, merci. On va aborder un peu votre actualité aussi, Tête Benoît, puisque vous revenez avec une compilation, la philosophie dans la piscine, donc pas une nouvelle aventure, parce que c'est plein de micro-aventures, mais le retour de... Une aventure intellectuelle, quand même. Voilà, oh oui, on va voir ça. Donc là aussi, il y a une rupture un peu par rapport à ce qu'on a dit sur le style de la ligne claire au niveau du dessin, pas forcément au niveau du texte, tout semble clair, mais je crois qu'en fait, le dessin, au début, a été initié par un accident. Vous n'êtes pas brisé la main? Ah oui, ça n'a pas été initié par ça, mais c'est qu'à un moment, j'ai eu ce qu'on appelle un AVC, voilà. Et effectivement, j'ai eu ma main ne répondait plus quelque part. Mais c'est pas juste pour ça. Mais moi, je voudrais revenir. Je peux en parler, mais c'est pas très intéressant les problèmes de santé. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'après vous avez pris un crayon et vous êtes allé directement comme une espèce d'essentiel. C'est ça que je voulais vous dire. D'autres raisons que celle-là. Mais moi, je voudrais revenir un peu sur ce qui me semblait être le thème de la qui était après la ligne claire. Voilà. Et pas juste pour moi, aussi pour les autres. Je viens de prendre le livre de Daniel, que je n'ai pas encore lu, donc je ne sais pas, mais je suis de savoir ce qu'il en va. Moi, ce qui m'a frappé dans les lignes claires à l'époque, chez les Français, chez Yost, qui est peut-être différent, je ne sais pas, mais chez moi et chez Yves Chaland, par exemple, c'était qu'on était tous dans le second degré, c'est-à-dire que c'était encore plus clair chez Yves, avec des personnes comme Freddy Lombard, qui est un genre de personnage de la Tintin, mais effectivement qui vivait, ça je pense... Peut-être que suite aux histoires de Sparte, je ne sais pas, peut-être d'autres, mais qui vivaient d'autres choses, il y avait toujours une distance, une ironie, une distanciation, même au sens brechtien, si on veut. Et donc on est toujours là-dedans. Moi, dans les réussites de Rabelais, c'était tout à fait du second degré. Et après ça, je me suis dit, mais je me prive un peu du premier degré, je me prive de certaines histoires. Et quand je fais Blake et Mortimer, quelque part, je dis, ce type-là, il n'était pas dans le second degré, Jacob. Au contraire, c'est dramatique, ça. Et je trouvais ça comme intéressant, et j'ai voulu tâter de ça. Alors, il n'y a pas eu de livre qui en est sorti, parce que c'est resté avec des tas de scénarios, mais j'ai fait des histoires où mon personnage mourait, des personnages où il tombait amoureux, enfin, voilà. J'étais dans le premier degré à fond, un peu à cause de Blake et Mortimer. Et finalement, il n'y a rien eu de dessiné là-dessus. Donc j'ai quitté la ligne claire au niveau graphique, mais non pas au niveau inspiration, parce que là on est à nouveau un peu dans la distance et l'ironie et peut-être le second degré. Ah, totalement, là on retrouve donc créé un peu comme un sphinx, comme ça, posé sur son fauteuil dans une espèce d'espace, moi qui m'a fait penser à une espèce de rêve, comme ça, d'espace. Et donc il est multidisciplinaire, il donne son avis sur tout avec son... Quel genre de philosophe vous qualifierez? Quelque part, comme c'est un type qui n'est pas du tout philosophe au départ, c'est aussi pour ça qu'il y a le titre « La philosophie dans la piscine » qui fait allusion à la philosophie dans le boudoir de Sade, qui est une histoire de cul avec de la philosophie autour quand même. Et je trouvais ça intéressant. En plus, Rabelais, je l'ai écrit comme quelqu'un de très différent de moi,
un peu comme il y avait un personnage, là c'est une influence de Svart et de Willem, qui s'appelait Fred Fallow. Hein, tu vois, qui avait aussi une moustache et qui était aussi un genre de crétin comme ça. Et voilà, c'était un petit peu inspiré par Fred Fallow. Et donc petit à petit, je me suis dit, je sens que je vais me rapprocher de ce personnage. Et c'était ce qui m'intéressait depuis le départ. Au début, c'était vraiment un salaud dans les premières histoires. Et je me dis, je vais me rapprocher de lui. Et donc ça n'est pas un porte-parole, ça n'est jamais un porte-parole, même si beaucoup de choses qu'il dit, je sais que c'est moi qui les pense. Mais il y a un critique qui a écrit ce qui est bien avec ce personnage, c'est qu'on ne sait pas si c'est un parfait crétin ou un génie. Et donc les histoires sont faites non pas pour dire des choses aux gens, non pas pour imposer mes idées, mais pour les amener à réfléchir, à se poser des questions. Et là, donc à nouveau, on retrouve quelque part le second degré de la ligne claire, même si dans le dessin, ça n'en est plus du tout. Et puis même dans la structure comme ça, c'est espèce de... Alors c'est pas des strips, ce sont des pages... Voilà, c'est pas un exercice que vous aviez entrepris? Enfin, si, le strip, on en voit parfois. J'ai fait des pages de ce format-là il y a très longtemps, dans les années 70, pour un petit journal qui s'appelait, je ne sais plus comment, qui était l'équivalent d'un Pariscope marseillais. Mais ça n'avait rien... Enfin, c'était un petit peu philosophique d'ailleurs, mine de rien, mais c'était ce format-là. Là, je l'ai fait là-dedans parce que je savais que ça serait plus facilement un petit album, un genre graphic novel. Mais mon rêve, ça aurait été de le faire en strip et que ça apparaisse dans la presse quotidienne ou hebdomadaire, la presse généraliste, hein. Pas dans la presse bande dessinée, comme il y avait de la bande dessinée dans la presse américaine et dans une certaine presse française à une époque, mais ça n'existe plus. Et, oui. Et donc aussi graphiquement, je vous l'ai dit, mais la technique est réduite au strict. La technique de vos outils, je veux dire. Oui, voilà, c'est dessiné au bic et c'est dessiné des crayons bleus que je n'ai pas gommés, du coup, parce qu'ils ne passent pas au scanner. Et quand ce que disait Svart sur le musée Hergé, j'ai fait une expo avec ces planches. Je trouve ça intéressant qu'on voit le crayon. Justement. Avant, les gens me disaient « Oh, tes originaux sont d'une propreté fantastique, mais j'ai une ligne claire. » Je trouvais ça frustrant. Je trouve que dans les originaux, il faut qu'on voit, si possible, les petites traces de crayon, de gouache blanche et tout. Et donc là, ils sont... c'est l'âme de l'auteur, un peu aussi, le supplément de son âme. C'est le petit truc en plus, voilà. On voit comment c'est fait, voilà. Et donc vous allez continuer, on peut vous retrouver avec du Ray Banana. Comme j'ai la nostalgie justement de la presse, et que j'ai commencé dans la presse, à une époque, il y avait une émulation, une espèce d'excitation collective dans les journaux comme l'Écho des Savanes, les Métal Hurlants et d'autres que Svart a connus aux Pays-Bas et que Daniel a connu en Espagne, on oublie le rôle qu'a eu cette presse, parce que c'est vrai que c'est ça qui a créé toute cette espèce d'effervescence autour de la bande dessinée et de toute une génération, et que ça n'existe plus. Les journaux qui maintenant sont assez différents, font plus de la prépublication, des choses. Donc moi, pour me forcer à retrouver ça, je l'ai fait dans un blog, en me disant, même si j'ai très peu de lecteurs, je veux un peu me forcer à une espèce de périodicité, genre une page par semaine, voilà. Des fois je la tiens, des fois je la tiens pas, mais je mets d'autres choses, enfin voilà. Et c'est pour retrouver ce truc de la presse. Et je continue, maintenant le bouquin est sorti, je continue. D'accord, ok, très bien. Et vous, Daniel, justement, vous avez un peu délaissé la ligne claire pour un album. Alors, je crois que vous l'avez fait en 2009 en Espagne. Il a d'abord été chez Norma, donc c'est Bulles, que l'on retrouve ici. Donc, pareil, est-ce qu'on peut dire que c'est un ouvrage de rupture pour vous? Enfin, pero yo espero que se reconozca al autor detrás del estilo ligeramente distinto. J'espère justement qu'on reconnaîtra l'auteur en dépit du style légèrement différent. Sí, porque en mi caso, aunque yo intente evitar el estilo línea clara, no puedo. Como he dicho antes, me ha elegido a mí y tengo que seguir trabajando con el estilo línea clara. Oui, comme je disais tout à l'heure, j'ai bien essayé de me démarquer de la ligne claire, de changer, mais comme j'ai dit tout à l'heure, la ligne claire m'a choisi, donc je ne peux pas. Yo trabajo habitualmente también en el campo de la ilustración y la publicidad y pinto acuarelas también, y yo creo que en todos este tipo de artes distintos empleo el mismo espíritu, el de la línea clara. Oui, mais l'esprit de la ligne claire est présent dans tout ce que je fais, dans mes travaux pour la publicité, la mode, l'illustration. C'est toujours présent. D'accord.
Pour revenir sur Bulle, alors je disais que c'est l'ouvrage de la rupture, mais aussi c'est l'ouvrage sur une rupture, sur un craquage. C'est un homme qui décide, donc, pour le raconter rapidement, qui fait un lumbago et puis on lui prescrit d'aller à la piscine, alors peut-être la même piscine que Ray, j'en sais rien, je ne le souhaite pas. Et puis en fait, il ne le fait pas, il va découvrir quelque chose d'autre, quelque chose d'hypnotique. Et vous avez remplacé, vous deux, en fait, vos personnages qui étaient constamment en mouvement, souvent, ou véhiculés, par des personnages stables, fixes. Est-ce que c'est ça votre constat aussi un peu post-ligne claire, le statique? Pero es una cuestión de género. Tú puedes tratar géneros distintos con un mismo estilo narrativo. Oui, en fait, c'est surtout une question de genre, genre les littéraires ou graphiques, et qu'on peut traiter une même histoire dans des genres différents. Rocco Vargas son historias de retrofuturo, son historias rápidas, con mucho movimiento, mucha acción. Bulle es una historia más introspectiva. Voilà, Rocco Vargas, c'est de la science-fiction, des histoires rétrofuturistes où forcément il y a beaucoup d'action, ça bouge énormément, tandis que Bulle, c'est plus introspectif. Ça a libéré quelque chose en vous, Bulle? Vous avez besoin de le... Sí, on le sent qu'il y a quelque chose de... Sí, evidentemente hay bastante autobiográfico en la narración y es por eso que elegí un estilo un poco más contenido que el de mi estilo habitual. Oui, effectivement, il y a des éléments autobiographiques qui sont présents dans Bulle, et c'est pour ça que j'ai choisi un style qui est davantage dans la retenue. Là où vous, Ted, vous avez plutôt choisi l'ironie, parce que même comme vous le dites, il y a des choses, il y a des réflexions on sent qu'elles sont sages malgré tout, oui. Malgré des fois la couche d'absurde derrière, mais c'est pareil, vous aviez besoin de vous livrer. Non, pas de vous livrer, mais de délivrer un message, de dire des choses. Oui, de dire des choses. Ouais. C'est aussi un livre que je fais un peu pour mes enfants, quelque part. Voilà, choses comme ça. Donc quand vous dites que c'est pas une aventure, mais comme pour Ray, c'est une aventure intérieure, parce qu'il réfléchit quand même beaucoup. C'est pas son habitude. Je vais reprendre le thème de la transmission. Pour vous aussi, c'est très important, la transmission de style, de savoir vers les autres générations, par rapport à tout votre travail, par rapport à vos réflexions. Quand vous donnez des cours de design, quand vous véhiculez justement... Non, j'ai l'idée que j'ai des choses que j'ai découvertes, je veux bien partager avec mes lecteurs. Et que si j'ai découvert des choses, je vais les présenter à eux. C'est juste ça. Et naturellement, pendant la vie, il y a toujours des différentes choses que tu as découvertes. Donc, il vient toujours de différents livres. Mais à côté de ça, il y a aussi la manière, la philosophie de l'écrivain ou bien de dessinateur qui reste la même. Si tu as une certaine légèreté dans la vie ou bien si tu es nihiliste, ça reste dans l'œuvre tome 1 et tome 20. Ça reste toujours. Mais on peut évoluer aussi dans la vie. On ne voit pas forcément oui, bien le sûr, même angle. Bien sûr. Oui, ça peut changer. C'est pour ça aussi. Oui. Si on revient par exemple à l'œuvre d'Hergé, on savait qu'au début, il était très bien influencé par une rédacteur en chef catholique qui est très conservatif et à la fin de sa vie, il était attiré par le bouddhisme. Donc, on voit dans son œuvre, il y a un développement. Ceci va conclure donc cette rencontre. Merci d'avoir assisté et merci d'avoir été présents, messieurs.